à tous, j'espère que vous m'entendez. Je m'appelle Gaël Montrignac. Merci d'être dans la salle, même si c'est une fin de journée, donc c'est peut-être long comme après-midi. On va essayer d'être dynamique et de ne pas vous endormir, bien au contraire. On veut vous faire partager un retour d'expérience qu'on a eu conjointement avec la société Airseas sur le développement durable, un produit qu'ils ont développé qui contribue directement à réduire l'impact environnemental. Et c'est un retour d'expérience terrain agile avec plusieurs équipes qu'on estime intéressant. On va essayer de vous faire partager les choses qui étaient un peu atypiques dans ce développement. Première chose, les sponsors sans qui l'événement n'aurait pas lieu et c'est important de les remercier. Donc nos sponsors Platinum, Gold, nous sommes nous-mêmes sponsors Silver de cet événement depuis 3 ans. Les 3 ans, on est orateur et très content d'être parmi cette communauté agile. Les 3 orateurs qui vont succéder et qui vont interagir, n'hésitez pas à interagir quand vous voulez pendant la présentation à la limite. Au contraire, ce sera plus interactif et bien mieux, plus intéressant pour vous et pour nous. Emmanuel Corté, cofondateur d'Airseas. Il vous présentera et la société et le produit qui a été le cœur de notre développement. Laurie, qui va avoir 2 rôles dans cette conférence, qui a participé avec moi au déploiement chez Airseas, donc qui va faire un Rex sur le déploiement, et qui va en plus avoir un nouveau challenge qu'on s'est mis, c'est scriber en live la session, comme ça vous aurez aussi une sorte de knowledge, de capitalisation de la session en scribe direct. Et moi-même, donc Gaël Montrignac, qui est coach agile, senior manager chez Muse Partner, et qui a fait ce déploiement chez Airseas. Première chose, on a dit que c'était un retour d'expérience. Comme tout bon retour d'expérience en agile, souvent on fait des rétrospectives, on en fait beaucoup dans notre métier, c'est très bien. Et on s'est dit, le produit, vous allez voir, il a bizarrement un lien avec le maritime. On s'est dit, quoi de mieux qu'un speedboat pour structurer l'agenda de la présentation. Donc on va attaquer naturellement par le produit Airseas que va vous présenter Emmanuel. Le choix de la méthode agile, c'est un choix qui a été fait avant que Muse arrive chez Airseas, bien avant, et c'est intéressant de comprendre ce qu'ils les ont emmenés, parce que ce n'était pas l'agile pour l'agile, au contraire, c'était l'agile pour ce que ça apporte. Par contre, on va passer du temps, l'essentiel de la présentation sera sur les freins et les risques de ce déploiement, qui est très atypique, on va le voir. Et enfin, une partie qui est importante à capitaliser pour ce déploiement, mais qui est utile aussi de capitaliser en dehors, c'est les clés de la réussite. Qu'est-ce qui a permis finalement que ça s'est bien passé et qu'on ne souhaite pas revenir en arrière. Et puis Muse qui est donc la société le cabinet de consulting, qui était un peu dans le cargo, là, bien au fond. Je pense qu'on était comme un élément... Normalement, on dit l'agile et le lean, c'est un pas de recul. Nous, on s'est mis bien au fond pour être sûr de ne pas tomber du bateau, déjà, parce que sur le pont, on risquait de tomber. Ou alors, il y a peut-être une autre explication, mais j'espère que Manu, tu ne me contrediras pas. C'est comme les consultants, on dit souvent, ça brasse du vent. C'était peut-être la climatisation qui était au fond du paquebot, je ne sais pas. En tout cas, on était vraiment avec eux embarqués. Muse en 2 minutes, parce que ce n'est pas l'essentiel de la présentation. C'est un cabinet de consulting, on fait 30 millions de chiffre d'affaires, on est 150 consultants, 16 associés, 5 bureaux. Le siège social, il n'est pas à Paris, il est à Toulouse. Donc si vous entendez une pointe d'accent parmi les 3 orateurs, c'est normal. Paris, on a l'essentiel de nos bureaux de l'effectif à Paris, en Allemagne, à Munich, et on a développé une filiale en Amérique du Nord, Montréal et New York. Voilà pour le cabinet. En quelques mots, ce qui est intéressant aussi, c'est de souligner qu'on est très associé aux valeurs humaines, que va souligner aussi Emmanuel dans sa présentation, et on a été plébiscité par les salariés de façon anonyme, et on est numéro 1 des sociétés entre 100 et 200 personnes en France sur le bien-être au travail, donc c'est cool. Et dernier mot sur la présentation de la société, on intervient sur tout le cycle de valeur d'un produit, d'une phase très amont innovation, R&D performance, mais aussi tout ce qui est supply chain et logistique, donc aussi la fin de vie du cycle. Et puis on va avoir des offres très classiques de cabinet de consulting avec du transformation, du change, du PLM, qui était la pierre angulaire de notre cabinet il y a 25 ans, depuis 25 ans, stratégie et management des systèmes SI, et puis le lean et agile qui va être... On va raconter ici, avec une nouvelle offre depuis 3 ans, digital et intelligence artificielle. Voilà juste en un mot pour expliquer qui on est. Le mieux, c'est que je laisse la main à Airseas à Manu pour nous faire cette présentation. Bonjour à tous, donc Emmanuel Corté. Moi j'ai rejoint l'aventure Airseas en début 2016, avec comme bagage mes 16 ans de
de commande de vol chez Airbus. Alors, commande de vol, simplement, on va dire que c'est le pilote automatique chez Airbus. Et j'ai rejoint 5 autres ingénieurs. Et on a travaillé sur un projet qui était d'équiper les bateaux Airbus, parce que Airbus a des bateaux pour transporter ses pièces d'avion, pour les équiper d'une aile de traction. Alors, on était tous fans de voile ou de kitesurf, donc c'était quelque chose qui nous éclatait bien. Et dès les premières études techniques et les études commerciales, on s'est aperçu du potentiel de la solution. Et donc on a réussi à convaincre Airbus de nous suivre et d'être notre premier client. Et on a créé Air6 en 2016. Alors après, il y a un intérêt pour Airbus, économique, écologique aussi. C'est aussi une manière de réduire l'empreinte écologique d'Airbus. Mais c'est aussi quelque chose on s'est dit qui va intéresser les autres armateurs. Et effectivement, parce que le transport mondial, c'est 25 000 bateaux dans le monde qui transportent 90% des marchandises. Donc c'est vraiment un levier énorme dans la transition écologique. Et comme c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, on s'est vraiment lancé dans cette aventure en quittant Airbus. Là, ce que je vous donne, c'est les chiffres qu'on a fait par nos simulations, par nos calculs. On estime qu'on est capable, en moyenne, sur l'ensemble de la flotte mondiale, de faire économiser 20% de carburant et 20% de CO2. Alors notre objectif, c'est pas d'équiper la flotte mondiale, on n'est pas là. Déjà, si on en a 15%, c'est déjà énorme. Mais voilà, c'est déjà de faire cette transition, de partir dans cette aventure. Et il nous fallait, on avait convaincu Airbus, mais Airbus n'est pas très connu dans le maritime, donc il nous fallait quand même convaincre quelqu'un qui avait un nom connu dans le maritime, et ça s'est concrétisé en juin, puisqu'on a convaincu Ka Line. Ka Line, vous en connaissez sans doute pas, c'est un japonais, c'est le 5e armateur mondial. Ils ont plus de 1000 bateaux, donc c'est un marché vraiment, c'est vraiment une manière de montrer aux autres qu'on est crédible. Bon, c'est bien, on a un marché, on a un client, et maintenant il faut faire le produit. Donc le produit, ça se fait avec une équipe. Et l'équipe d'Air6 aujourd'hui, c'est 35 employés. On va atteindre les 40 employés d'ici à la fin de l'année. Et on va encore grossir, puisqu'on va être obligé de déménager. On va déménager à Nantes, proche de la mer, pour continuer notre évolution. Alors il faut une équipe, il faut de l'argent aussi. Donc j'en profite aussi pour remercier l'ADEME, donc l'Agence du développement de l'environnement, qui nous finance à plus de 50% sur ce budget-là. Le reste étant apporté par des fonds privés. Alors, voilà, ça c'est Air6, mais qu'est-ce qu'on propose? Alors, on propose une aile de traction pour tirer les bateaux. Donc ça, c'est assez facile à imaginer. Donc, évidemment, on a un bateau avec une aile. Bon, la première chose, c'est que cette aile, elle vole en automatique. On vient d'Airbus, on fait des pilotes automatiques. On va développer cette partie-là. Ça, c'est, on va dire, la phase immergée de l'iceberg. Il y a déjà une première partie qui est importante, c'est tout le lien avec le navire. Puisque sur ces navires-là, il y a très peu de personnel, donc il faut que tout se passe à la passerelle. Donc il y a tout un travail d'installer un système au niveau de la passerelle pour s'intégrer dans l'opération du navire et limiter au maximum l'impact. On installe aussi un système de routage. Alors le routage pour les navires, c'est un peu comme Waze ou Maps. C'est un logiciel qui permet de choisir la meilleure route en fonction des courants, du vent, des vagues, pour limiter la consommation de carburant tout en respectant l'horaire. Et il y a quelque chose qui n'apparaît pas du tout sur ce dessin, parce que c'est là où il y a toute l'innovation du projet, et tous nos brevets sont sur cette partie-là. C'est ce qui se passe sur le pont. Parce que c'est une aile, il faut se rendre compte, ça fait 500 mètres carrés. C'est 50 mètres par 10. Donc c'est quelque chose d'assez costaud. Donc on ne va pas s'amuser à envoyer quelqu'un à l'avant pour aller plier ça. Et surtout, les cargos ils sont au milieu de l'Atlantique, avec des creux de 6 à 8 mètres. Ça ne marche pas. Donc on est en train de développer un système là devant qui plie, déplie, fait décoller, fait atterrir, range cette voile de manière complètement automatique. Et c'est vraiment là où est l'innovation du projet. Et la complexité technique aussi. On va le voir, bon, j'en parle pas trop, mais il y a vraiment des gros défis techno sur cette partie-là. Alors là, c'est la partie plutôt commerciale, mais évidemment, on s'intègre dans un environnement opérationnel assez contraint, très réglementé. Le maritime, c'est très très réglementé. Assez conservateur, même si par la pression économique, ils sont en train d'évoluer assez vite. Mais il faut s'intégrer facilement sur un navire, que ça soit vite rentable et que ça ne gêne pas les opérations. Alors voilà, vous avez une vue un peu du produit. Alors, je sais que c'est un peu light, bon, on ne peut pas trop en donner plus. Mais vous commencez à voir un peu la complexité du produit. Donc il nous fallait, quand on a commencé sur le projet, on s'est dit, bon, il nous faut quelque chose, une méthode, un moyen de travail qui nous permette de relever tous ces défis, en tout cas tous ces défis techniques. L'autre aspect, vous l'avez vu, on a des contrats. Qui dit contrat dit jalon contractuel. Et là, on ne livre pas, on ne s'est pas engagé à livrer un démonstrateur ou un prototype, on s'est engagé à livrer un produit industriel, qui sera utilisé par des gens non expérimentés. Donc il faut vraiment être capable de respecter ces jalons. Et c'est une industrie qui est fragile économiquement, donc les retards, ils ne les toléreront pas.
Donc, lié à ça, il fallait qu'on soit capable, en parallèle, d'inventer des choses, parce qu'il y avait vraiment des choses à inventer, ça ne s'est jamais fait. Donc, c'est vraiment inventer quelque chose, et en même temps, de produire un produit industriel. Donc, d'être capable de gérer en parallèle une phase exploratoire et une phase industrielle. Et ça, c'était vraiment un défi. Gaël vous en parlera un petit peu après. Une autre chose, c'est on a une petite structure. 35 personnes, c'est pas énorme pour faire tout ce qu'on a à faire. En plus, on venait d'un gros groupe, donc on voulait quand même une méthode qui utilise l'énergie des gens de manière efficace et pas faire du reporting, clairement. Donc vraiment, on voulait quelque chose orienté là-dessus et en particulier qui respecte aussi nos valeurs humaines. Donc on est venu chez R6, l'ensemble de l'équipe créatrice, parce qu'on voulait une entreprise humaine et qui s'inscrive vraiment dans un environnement et un écosystème écologique et durable. Donc il fallait trouver quelque chose qui nous permette d'emmener tout ça. Alors très vite, en venant de l'aéronautique, on s'est dit les méthodes classiques, on ne se voyait pas faire un Gantt sur 5 ans. Donc on a dit non, ça ne marche pas. Alors en parallèle, chez Airbus, il y avait des phases de tests, d'essais, des méthodes agiles, mais uniquement sur des produits de recherche, de R&D. Là, on cherchait à faire un produit industriel tout en créant une entreprise. Ça, c'est une autre contrainte qu'on avait, c'est qu'on a créé R6 en disant, de base, on ne fera pas une entreprise comme les autres, on fera une entreprise safe et agile. Donc vous allez le voir, on a intégré l'agile vraiment à tous les niveaux. Donc, bon, au début, on s'est formé par nous-mêmes, on a eu quelques coachs, on a appris, on a fait énormément d'erreurs. Ça a été très formateur, pas toujours très facile humainement. Et puis, à un moment, on est arrivé au PI5. Et au PI5, on s'est dit, là, on arrive vraiment à un palier en termes d'efficacité. Les équipes en avaient un peu marre, qu'on évolue en permanence, mais qu'on ne progresse pas. Et là, on a fait venir Laurie et Gaël pour nous aider à passer ce step, pour pouvoir continuer notre route, et au moins jusqu'à la livraison du produit, et après, ça sera encore une autre histoire. Je passe la main à Gaël pour ça. Donc ce déploiement, vous allez voir, là on a vraiment un industriel. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a vraiment un retour terrain avec un industriel qui développe un produit. Et le produit, vous l'avez vu, c'est pas que du software, vous l'avez compris. Mais c'est un développement assez atypique, déjà par le marché qu'il adresse. Première étape, c'est les contraintes. Le secteur, il est très réglementé. Le transport maritime, c'est très réglementé. Donc on ne peut pas déployer, livrer exactement ce qu'on veut de façon non mature. Et puis c'est un milieu très, très conservateur. Donc c'est un milieu qui existe depuis très longtemps, le transport maritime, et qui a très peu évolué dans la fonction. Donc c'est quelque chose de long à faire changer. Donc ça, on l'a pris comme une contrainte. Et autre contrainte, c'est un nouveau marché. On adresse un produit qui n'existe pas du tout. Il n'existe pas. Il n'y a pas de concurrent aujourd'hui sur ce marché-là. Donc il va y avoir une éducation à faire de ce marché pour arriver à percer ce marché, à en faire quelque chose de successful. Donc ça, c'est les contraintes. Puis derrière, on a eu des difficultés, des choses qu'on a vues. Et ça a commencé bien sûr par une phase d'audit, cette mission. Donc une phase d'audit pour comprendre d'où on part. Et comprendre d'où on part, les quelques éléments qu'on a vus très très rapidement dès la phase de scoping, on n'était même pas arrivé encore dans les locaux d'R6, c'est que c'est un produit industriel mécanique, vous l'avez bien compris, il y a une voile, il y a un système qui n'a pas trop détaillé parce qu'il y a plein de brevets, mais sur le pont, et là c'est de la mécanique, il y a des enrouleurs, il y a des automatismes dans tous les sens, et il y en a à côté du captain, etc. Donc on mélange vraiment de la mécanique, et comme on parle d'automatisme, il y a forcément du software derrière. Et puis c'est une volonté qu'ils ont eue, c'est d'étendre à toute la société et de vraiment changer les méthodes de travail. Les 3/4 des personnes qui sont chez R6 viennent de très très grands groupes où le cycle en V c'est la référence absolue. Et là ils se sont dit nous on ne veut pas de ça, on veut changer aussi, pas que le produit, mais on veut changer la façon de travailler, on veut se reconnaître dans une entreprise plus petite, à taille humaine. Donc il y avait vraiment cette volonté, et ça c'est de façon très macro. Puis après on a commencé à rentrer pour comprendre les freins et essayer de les lever au fur et à mesure. Et c'est ce que je vous propose dans le troisième temps, de faire un zoom sur ces freins. Bonjour à tous, Laurie Clément, Gaël m'a présenté tout à l'heure déjà. Moi, ce que je vous propose là, du coup, c'est de zoomer sur les contraintes que vous a déjà présentées Gaël et d'énumérer les 4 principaux défis que nous avons eu à surmonter avec R6 dans l'amélioration de leur application de l'agile. Donc, le premier de ces défis, c'est l'agile appliqué dès la phase de création de l'entreprise. Alors, vous allez me dire, appliquer l'agile dès le départ, au final, c'est plutôt une bonne chose, parce que ça permet de poser les bases de la méthodologie avant un lancement effectif du projet. Dans les faits, il y a quand même quelques petits pièges à éviter. Et le premier, c'est le fait de faire un sprint zéro bien propre. Un sprint zéro avec une vision qui est clairement formalisée. R6, ils avaient la vision bien en tête, ils l'avaient partagée entre eux, mais elle était
peu formalisé et en tout cas le document n'avait pas été maintenu. Donc le premier exercice qu'on a fait avec eux, c'est de formaliser cette vision pour s'assurer qu'on a tous la même chose dans la tête, mais aussi pour pouvoir embarquer l'ensemble de l'entreprise avec nous, mais aussi nos parties prenantes, que ce soit les créanciers, les fournisseurs, mais aussi nos prospects. Donc on a fait l'exercice de réunir autour de la table les business owners, les architectes. On leur a demandé quelle était leur ambition, quel est leur challenge, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre avec ce produit. Puis on leur a demandé de quoi est composé ce produit, quels sont les principaux éléments qui le composent, quelles sont ses principales fonctionnalités. On reste à un niveau assez macro. L'idée, c'est d'avoir vraiment le cap, l'objectif. Et puis, on leur a demandé sur quel socle méthodologique ils veulent s'appuyer pour arriver à cet objectif-là. Mais une fois qu'on a la vision, c'est bien beau, mais on n'a pas terminé notre sprint zéro. Il faut arriver à un backlog qui est priorisé. Il faut utiliser pour ça le MVP. Et le MVP, c'est d'autant plus important pour une start-up que l'objectif, c'est de sécuriser sa trésorerie et investir petit au départ pour aller tester sur le marché et puis ensuite compléter avec des options et quelque chose de bien plus complet. Donc cette fois-ci, on a intégré les PO dans l'exercice et on leur a demandé de raconter l'histoire du produit. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on appuie sur le bouton play jusqu'au moment où on appuie sur le bouton stop? Quelles sont les différentes étapes par lesquelles passe le produit R6? De quoi il est capable? Et l'exercice ne s'arrête pas là. C'est de quoi il est capable, quelles sont les fonctionnalités qu'on veut, mais quelles sont celles qui sont prioritaires. Donc on leur a demandé de les classifier. Donc on le voit très mal parce que ça a été flouté pour des raisons de confidentialité, mais sur la gauche, vous avez la colonne should, must, should, could, et puis il y a le want qui est complètement à droite. Et l'idée, c'est d'identifier clairement qu'est-ce qui est indispensable, qu'est-ce qui est du must. Et donc, on voit le tracé avec tous les éléments importants. L'idée, là, c'est de pouvoir encore le partager avec l'entreprise, que tout le monde sache à quoi va ressembler le produit fini, et puis quelles sont les différentes fonctionnalités qu'il va recouvrir. Le petit plus de ce visual management, c'est qu'on peut la noter. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le projet, on peut annoter à côté de chaque point un pourcentage d'avancement ou utiliser un code couleur qui permet à l'entreprise, aux équipes de l'entreprise, de voir visuellement quel est leur avancement et de se rendre compte que peut-être ils ne travaillent pas assez sur le must et peut-être un peu trop sur le should par rapport à leur objectif. Il faut voir que ce MVP, en fait, on a couplé deux exercices que vous avez peut-être l'habitude de faire, le user journey et ce Moscou, pour arriver à faire quelque chose de visuel qui parle aux équipes et sur lequel on va pouvoir interagir. Parce que ça, pour le coup, c'était quelque chose qui n'était pas du tout clair. Quand on arrive dans l'entreprise, on leur a dit « C'est quoi votre MVP ?» Je me souviens d'avoir eu une discussion avec un dirigeant de la société, c'était pas Manu, mais il me dit bah, « Moi, mon MVP, c'est 98% de mon produit. » Flexibilité limitée. Hein. Donc, bon, il y avait du taf quoi, sur le MVP. Deuxième et dernier élément, la synchro. Emmanuel a commencé à vous en parler. Il y avait une roadmap de développement du produit qui va arriver dans 2-3 ans, et puis une roadmap pour les protos. Les protos qui sont plus petits, qui ne font pas 500 mètres carrés, qui font 100 mètres carrés, 25 mètres carrés, etc. Et là, il y a des roadmaps avec des échéances très différentes, des jalons très différents. Et finalement, c'était comme si c'était deux roadmaps qui n'étaient pas synchronisés du tout. Il a fallu synchroniser ça. Il a fallu synchroniser quelqu'un qui s'appelle un BO, et des personnes qui s'appellent des PM, des product managers, donc les business owners et les PM, ceux qui s'occupent plus du marché, ceux qui s'occupent plus du produit, les faire discuter ensemble pour arriver à synchroniser tout ça. Ça, c'était un vrai gros défi. Oui, alors c'est vrai que moi, en termes de clients, le retour là-dessus, c'est vrai que nous, dans notre tête, c'était clair ce qu'on voulait faire, on savait où on voulait aller. En fait, quand on a fait l'exercice du MVP, c'était pas si clair que ça, on n'était pas tout à fait phasé. En particulier, lui, il voyait 98%, nous, on en voyait 50%. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le MVP, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, en particulier dans une entreprise qui grossit. Parce que quand Laurie et Gaël sont arrivés, je pense qu'on devait être une vingtaine. Ils sont partis, avec les externes, on était à 30. Et donc, il y a des gens nouveaux qui arrivent, et donc il faut leur raconter l'histoire. Et le user journey, c'est vraiment l'outil essentiel pour ça. Et je dirais que là où nous, on doit encore progresser, c'est qu'ils sont venus, et depuis, on a du mal à le faire vivre. Il faut le faire rentrer dans nos rituels. Donc ça, c'est une étape qui est en cours aujourd'hui. L'exercice. Le deuxième défi qui a été intéressant à surmonter avec R6, c'est... Ça ne marche pas très bien. Tu te rapproches. Je te fasse. C'est l'agile appliqué à une start-up auto-organisée. Le challenge ici, c'est d'allier auto-organisation et structuration.
Alors pourquoi c'est un challenge? C'est vrai que quand on lance un sprint, normalement, vous avez le backlog qui est figé. Ça nous permet de sécuriser les activités et la charge qu'il y a à réaliser pour l'ensemble des équipes et de leur permettre de s'engager sur ce qu'ils vont réellement livrer. Dans les faits, R6 est une start-up et par conséquent, on a des business owners qui sont en contact perpétuel avec les clients, avec les créanciers, avec les fournisseurs et qui reviennent très fréquemment avec des actions qui sont urgentes, importantes, tous les deux, et qui les retransmettent aux équipes en cours de sprint. C'est ce qu'on appelle des crash actions. La conséquence, elle est directe, c'est que les équipes, elles acceptent ces nouvelles activités, mais du coup, elles n'ont plus la capacité de livrer ce sur quoi elles s'étaient engagées. Donc ça pose d'énormes problèmes en termes de prédictibilité, etc. Le premier conseil qu'on leur a délivré, c'est de tenir compte de ces crash actions, non pas qu'on puisse prévoir quelles actions vont tomber, mais plutôt de se dire on va se garder une marge pour être capable de les absorber. Donc au lieu de lancer un sprint où on se charge à 100%, eh bien on va lancer un sprint où l'équipe est chargée peut-être à 70, à 80% pour être capable d'absorber ces nouvelles actions qui risquent de tomber. Le deuxième point, c'est d'être capable de prioriser. C'est-à-dire que certes, ces actions, elles sont urgentes, elles sont prioritaires, mais est-ce qu'elles le sont plus que les activités qu'on a déjà lancées dans le sprint? Et donc pour cela, il va falloir être capable de prendre des décisions. Et c'était un petit peu la faiblesse d'R6 au moment où on est arrivé, c'était leur capacité à prendre des décisions, parce qu'ils ont énormément de valeurs autour de l'humain qu'ils veulent respecter, qui leur tiennent à cœur autour de l'auto-organisation. Ils veulent quelque chose de très démocratique, et parfois, ça leur met un poids pour prendre des décisions rapides. Consulter tout le monde, ça prend toujours beaucoup de temps. Ce qu'on leur a proposé, c'est un panel de 4 types de prise de décision. Donc, je ne vais pas les détailler aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de la conférence, mais l'idée, c'était de leur montrer qu'il y a différentes manières de prendre des décisions et que ces différentes manières, elles s'appliquent en fonction des différentes situations que l'on peut rencontrer en cas d'entreprise. Elles sont du coup plus ou moins ouvertes à l'intégration des différentes personnes et permettent de prendre des décisions de manière plus ou moins rapide, plus ou moins efficiente. Manu, je ne sais pas si tu veux nous faire un retour là-dessus. Non, effectivement, là-dessus, bon, comme l'a dit Laurie, on souhaitait comme quelque chose de très participatif. Et ça a ses limites, effectivement, parce qu'à 15, c'est dur de prendre une décision. Et en même temps, on a tendance, dans ces cas-là, à revenir à un mode classique, à dire c'est celui qui a la plus grosse voix qui décide. Ça ne marche pas non plus. Donc c'est vrai que là-dessus, l'aspect décision était quelque chose d'important à travailler, et c'est encore un chantier. Enfin, je ne vous le cache pas, parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle décision qui apparaît, on dit bon alors, qui la prend, comment on la prend. Bon, on a une grille de lecture qui nous aide là-dedans, ça c'est important. Et l'autre élément que je voudrais insister, c'est l'aspect priorisation, où pour moi, l'agile, c'est très bien, mais il faut que les gens aient en tête que ce qu'on cherche, c'est l'efficacité globale, pas l'efficacité individuelle. Et c'est vrai que nous, on a des gens qui percutent vite, donc qui vont très vite, et qui parfois, ils sont frustrés parce que ça va pas aussi vite, l'efficacité globale ne va pas aussi vite qu'eux. Et ça, je pense, c'est un élément vraiment important à partager. Troisième axe, je vous l'ai dit tout à l'heure, il voulait l'appliquer à l'intégralité de l'entreprise. On est dans une start-up, hein, intégralité de l'entreprise, c'est pas que du software, je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand on parle de l'intégralité, ça veut dire qu'il y a les phases de conception, mécanique, électronique, etc. Puis il y a un atelier chez R6. Quand vous rentrez chez R6, vous avez une partie bureau, puis en bas, il y a l'atelier. Et l'atelier, il y a des mecs qui soudent, des dames d'ailleurs, qui soudent, qui percent, qui tendent des suspentes, des termes techniques que je ne connais pas d'ailleurs. Et voilà, c'est ça R6. Mais c'est aussi des fonctions support. On parle de RH, de compta, etc. Tout ça, c'était en agile. Et c'est une volonté. Pourquoi c'est une volonté? C'est une volonté de leur part, c'est une volonté de la direction, mais c'est aussi une volonté, parce qu'on est arrivé chez eux et on leur a dit, vous voulez rester en agile, vous voulez pas rester en agile, vous, fonction support, vous, la finance, la compta, les RH, vous voulez rester ou pas? Et on leur a laissé le choix, et on aurait respecté ce choix. Ils ont dit oui, par contre on a adapté. On a adapté en disant, bah oui, sur cette périmètre-là, c'est intéressant, parce que la compta, c'est intéressant, parce qu'il y a des choses qu'on peut anticiper dans un plan comptable, etc. Par contre, la facturation tous les jours, ça, il n'y a pas d'intérêt. Donc on a essayé vraiment de faire en sorte de respecter leurs choix, de les impliquer. Pourquoi les impliquer? Parce qu'on veut vraiment cadencer, c'était une volonté de cadencer l'ensemble de l'entreprise sur le même rythme, et puis de créer une solidarité, tout le monde va dans le même sens, tout le monde est dans le même modèle pour aller dans le même sens. Et ça a réussi à créer une capacité additionnelle, finalement, le fait d'avoir ces fonctions support. Un exemple qu'on a eu,
c'est que par exemple, ils ont besoin de bancs de tests pour tester la voile, si elle se développe, si elle se replie automatiquement. Donc il y a des terrains, il y a besoin d'un permis de construire pour installer une plateforme. Et ce permis de construire, normalement, c'est les équipes techniques, c'est le bureau d'études qui devait le faire. Et puis au final, c'est pas du tout le bureau d'études, c'est ces fonctions support qui ont dit, bah, moi je vais te l'assumer, ça je vais prendre le point. Et ça a permis vraiment d'engager l'ensemble de l'équipe. Souvent, moi pour le connaître dans d'autres sociétés, on a souvent des silos, on a les fonctions support d'un côté et les opérationnels. Et là, on a réussi à remixer les deux et c'était super, vraiment, en adaptant la méthode à ce qui était important pour eux. Oui, là, c'est vraiment une satisfaction personnelle parce que c'est moi qui ai poussé, même contre vents et marées, pour garder les fonctions support dans le même rythme que les équipes techniques. Ça venait du fait qu'initialement, les entreprises étaient petites. Moi, j'étais RH, j'étais IT, je suis toujours IT, j'ai fait de la com. Et en même temps, il fallait que je fasse de la technique. Et c'était impossible si on ne faisait pas le rythme de toutes ces fonctions support avec le reste. Et en quittant petit à petit ces fonctions-là, j'ai souhaité le garder dessus parce que je suis convaincu que c'est vraiment important. C'est vraiment important pour qu'aussi les équipes techniques, elles vivent pas mal les choses quand le RH vient faire son entretien annuel. Voilà, c'est prévu dans le PI. Il sait qu'il a un temps qu'il va falloir qu'il prenne pour ça. Donc c'est vraiment un rythme continu et voilà, toute l'équipe l'adhère. Et là où vraiment moi je suis très satisfait, c'est on a vraiment laissé le choix aux fonctions support, dire vous pouvez rester comme ça et revenir dans vos fonctionnements classiques. Ils ont vraiment, je pense, c'est les plus motivés pour le PI. Donc ça, c'est vraiment une belle réussite. Dans la salle, là, qui a déjà fait de l'agile côté software? Normalement, c'est là où je devrais avoir le plus de mains. Qui a fait de l'agile? Merci. Qui a fait de l'agile hors software? Pas mal de mains, c'est pas mal. Ah, mais c'est souvent de l'expérimentation, mais c'est très bien. Et qui a fait de l'agile sur des fonctions support? C'est bien. Bon, ben nous, on a mixé tout ça, donc peut-être vous aussi. On a essayé de mixer tout ça dans une société de 35 personnes aujourd'hui, mais qui a multiplié par 2 en 1 an. Quoi. Et qui ça va peut-être continuer sur le même rythme. Quatrième axe, c'est une entreprise appliquée à une phase de... l'agile appliqué en phase de très forte croissance. Alors, le challenge ici, c'est d'assumer un ramp-up qui est fort et continu. C'est-à-dire qu'en théorie, lorsque vous lancez un sprint, vous avez une équipe qui est figée. Ça permet de bien gérer les ressources humaines. Et puis, il y a un nombre aussi de membres à la Scrum Team qui est assez restreint de par la méthode, la théorie, qui est aux alentours de 7 personnes maximum. C'est pour bien favoriser les échanges. Dans la pratique, Manu vous l'a dit, il y a eu une très forte croissance qui a été continue. Donc on a vu les équipes qui ont grossi, et puis on s'est retrouvé avec des rituels qui prenaient de plus en plus de temps, avec des PO qui avaient du mal à maîtriser l'intégralité de leur périmètre tellement il était devenu hétérogène, et puis surtout avec des entreprises, des équipes qui sont tellement grosses que la communication devient compliquée. Donc le premier axe de travail, ça a été de revoir un petit peu le team setup. Ils ont d'ailleurs été très favorables à la création d'une nouvelle équipe. Et puis aussi de consolider ce qui avait été initié mais qui n'était pas complètement terminé, c'est de la création d'une équipe programme qui est chargée un petit peu de donner un cap et de coordonner l'ensemble des Scrum Teams. Cette équipe programme, elle existait, mais elle manquait un petit peu d'identité, elle manquait un peu de rituel. Et puis surtout, les rôles étaient vraiment pas clairs. Quand on interrogeait les membres de l'équipe, ou même les gens qui portaient clairement ces casquettes d'architecte ou de PM, on se rendait compte c'était assez confus, quelles étaient leurs activités, quels étaient les rôles, les responsabilités qu'ils devaient porter. Donc il y a eu un premier exercice sur la clarification des rôles et de ces responsabilités-là. Manu, si tu veux nous en parler 2 minutes. Oui. Alors c'est effectivement, on a une des problématiques qu'on avait. On était convaincus que le niveau programme était nécessaire, vraiment convaincus. Par contre, on avait du mal à effectivement, par exemple, à savoir qui définissait les features, qui les priorisait. Et normalement, il y a un PM dans une organisation programme, et on n'arrivait pas à trouver sa place. Et alors, on a eu pas mal de discussions pour savoir pourquoi. Bon, ce qui se passait, c'est qu'on était encore dans la phase exploratoire. Et la phase exploratoire, c'est quelque chose qui n'existe pas, notre produit. Donc faire entrer un client sur quelque chose qui n'existe pas, c'est compliqué. Parce que c'est dur de lui dire ce qu'il veut quand ça n'existe pas. Donc c'est vrai qu'initialement, ça a été un peu le déclic. Ils nous ont dit, mais c'est pas grave, vous pouvez avoir 2 casquettes. Donc c'est vrai qu'on est devenu architecte et PM. Et une fois de plus, on avait une décision collégiale, c'est-à-dire à 3. Alors ça, c'est très lié aux personnes, ça marche bien entre nous, mais c'était vraiment quelque chose qui fonctionnait. Et donc ça a été un déclic, un soulagement. Alors, ça nous a permis de passer cette phase exploratoire. Aujourd'hui, on arrive dans une nouvelle phase qui est, on a le concept qui est là, qui est dispo. Maintenant, on ressent le besoin d'injecter du retour client. Et donc, on a besoin d'un PM. Donc, on vient de le recruter, il va nous rejoindre dans 2 mois. On va maintenant désormais avoir un PM. Donc ça va évoluer pour faire apparaître un PM. Un autre élément qui était important, c'est pareil, j'ai pas mal poussé là-dessus, c'est
une fois de plus, les fonctions support, elles interfèrent positivement ou négativement dans le backlog. Parce qu'elles vont nous apporter soit du support, les achats, il faut bien acheter des produits, soit des contraintes juridiques, des contraintes financières. Et aussi quelque chose qui est très spécifique à R6, mais qui est très lié à nos valeurs, c'est qu'on a un responsable, quelqu'un qui s'occupe des responsabilités sociétales des entreprises au niveau programme. C'est-à-dire que c'est lui qui va, dans le backlog, mettre des éléments pour s'assurer qu'on respecte ces valeurs-là. Et là-dessus, il nous surveille de près. Et ça, c'est vraiment quelque chose... Le RSE, c'est dans les statuts d'R6. Et donc là, on le voit apparaître au niveau programme. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel on tient. En fait, dans le titre, on parlait de développement durable, mais la volonté chez R6, c'est de faire du développement durable. Vous avez vu par rapport aux produits, on parle d'écologie, on parle de réduire de la consommation de navires, mais c'est vraiment aussi par rapport au développement des hommes, que ce soit durablement les mêmes qui restent dans l'entreprise et qui s'épanouissent dans l'entreprise. Et le RSE, c'est vraiment quelque chose qui matérialise vraiment cet engagement sur les valeurs. Ça, c'est beau, pour le dire. Rituel, on a travaillé bien sûr sur les rituels, on parlait des programmes, c'est ce que disait Laurie il y a quelques secondes. Le programme, il était vraiment... embryonnaire. Voilà, il y avait le programme board, vous l'oubliez, il a existé à un moment donné, mais il n'existait pas. Pour ceux qui, je parle sur des références safe, mais voilà, la coordination entre les équipes, elle n'existait pas. Donc c'est vraiment clarifier le rôle de chacun, éviter les super doubles casquettes dans tous les sens, clarifier qui fait quoi, à quel moment, quel est le rôle dans chaque cérémonie pour arriver à rythmer, à donner une cadence, et quelque chose d'un peu plus routinier, standardisé. Voilà, mettre un peu plus d'huile dans les rouages. Ouais, c'est vrai qu'on est l'équipe, on a plein d'idées, on a plein d'énergie, plein de volonté, mais on n'est pas très rigoureux. Donc c'est vrai que les rituels, on ne les tenait pas, on se dit je vais encore pas passer du temps en réunion, c'est bon, on en discute dans un coin du couloir. Mais on oubliait pas mal de choses, et puis ça se faisait 2 à 2, et puis il y avait des incompréhensions, des frustrations qui se créaient. Donc c'est vrai que de nous forcer à cette rigueur des rituels, c'est vraiment important. Et c'est vrai que voilà, l'importance du RTE. Enfin, clairement, moi je vais insister là-dessus, c'est que là, suite à le passage de Laurie et Gaël, ils ne sont pas partis tant qu'on n'a pas eu un RTE. Voilà, j'ai regardé de l'argent, je dis tant qu'il n'y a pas de RTE, je vous file pas de vous payer. Et donc on a recruté un RTE, et c'est vraiment pour moi vraiment un rôle clé, parce que c'est un rôle difficile. C'est vraiment un rôle difficile parce qu'il faut qu'il soit rigide et souple en même temps. Rigide pour nous forcer à respecter la méthode, mais aussi savoir l'adapter quand c'est nécessaire. Donc voilà pour l'état des lieux un peu des différentes difficultés, ce qu'on a pu vous présenter. Bon, l'histoire, elle est bien parce qu'il y a beaucoup de défis qui ont été relevés, ça marche bien, c'est une boîte qui marche bien avec des rituels, des rôles, des personnes qui s'épanouissent au sein de cette entreprise. Il reste encore des challenges. Dans les challenges, il y a encore des rôles. Tout à l'heure, tu parlais que tu as recruté un PM, mais l'entreprise, elle est en train de grossir, donc la structure, le team setup, il va bouger avant 2 ans, quoi. Ça c'est sûr, avec des entreprises qui doublent tous les ans. Donc ça, c'est un grand défi. Les décisions, les processus de décision, je pense que c'est encore quelque chose qui n'est pas 100% mature. Déjà sur les décisions actuelles, puis il y a encore des décisions qu'il faudra prendre qui ne sont pas cataloguées. Donc savoir qui prend quel type de décision à quel moment. Est-ce que c'est consultatif? Est-ce que c'est très directif? Voilà. Et la priorisation dans les backlogs. On parlait de nos crash actions qui continuent à avoir... La première fois qu'on a fait un sprint planning, on avait un volume d'activité qui était à peu près 5 fois ce qui était faisable dans la durée du sprint. Pour vous donner un ordre de grandeur. Donc bizarrement, on n'était pas à 100% en prédictabilité. Donc voilà, ça fait partie des chantiers. Ouais, effectivement, il y a encore des chantiers, et c'est vrai que j'en ai entendu pas mal sur des présentations aujourd'hui. De toute façon, l'agile, c'est évoluer en permanence, c'est s'adapter. En particulier dans une entreprise comme la nôtre qui grandit, qui change de structure. Là, on est dans une phase vraiment de pionnier, on va passer d'une phase industrielle, on va peut-être grossir, on va peut-être avoir des nouveaux produits. Donc il va falloir vraiment s'adapter en permanence. Et je pense que ça, c'est ce côté vraiment mouvant. Et l'aspect décision, voilà, ça c'est toujours un sujet. Alors là, par exemple, il y a des décisions vraiment liées à l'entreprise. On n'a pas encore décidé comment on allait décider des augmentations. Juste pour vous donner un exemple. Ça, celui-là, c'est un sujet qui va être un peu épineux, je pense. Donc vraiment beaucoup de chemin de fait, bien avant nous, puis un peu avec nous. Et il y a encore du chemin, et c'est très bien. La société croit bien, ça veut dire que vous êtes vraiment sur les bons rails. Dernière chose, les vents porteurs. Les vents porteurs, c'est ce qui nous a aidés, ce qui nous a permis de construire un déploiement qui a bien marché. Dans les vents porteurs, ce qu'on pourrait dire, première chose, c'est une motivation. Quand vous arrivez chez R6, vous ne vous posez pas la question si les gens ils ont envie de participer. Ils viennent. Il n'y a pas besoin de les convoquer, vous les invitez, ils viennent. Ils parlent. Les rétrospectives, normalement, vous savez, quand on est en phase agile, on a besoin de les stimuler un peu les gens pour qu'ils fassent des rétrospectives. Eux, ils en font tout le temps. Tout le temps, beaucoup trop d'ailleurs. Comme ils n'ont pas ritualisé
le moment de faire une rétrospective, ils se posent des questions en permanence. Donc il faut juste dire, on va en parler, mais pas maintenant, on va créer un créneau. Donc voilà, une motivation, une envie hyper forte qui est bien et qui perdure, c'est fort. L'interaction et les échanges, les PO, ils n'ont pas besoin d'un PO5 pour se voir, ils se voient en permanence, parce que l'entreprise est petite, donc il y a besoin de le structurer maintenant, mais il y a vraiment une interaction, ce n'est pas les process qui les régissent clairement. Le support du management, on a un engagement fort, le PDG de la boîte, les actionnaires, ils sont vraiment engagés, ils y croient dans la méthode, dans ce qu'elle apporte. Pas pour la méthode, ils n'ont pas un objectif, c'est d'implémenter du safe ou de l'agile, ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est ce que ça apporte vraiment. Donc c'est vraiment le pourquoi ils y ont répondu dès le début. L'ouverture d'esprit, de se dire, on est bien aujourd'hui, demain on peut peut-être être mieux, en tout cas on aura besoin d'évoluer, de se structurer différemment, pas de problème, reposons-nous les questions, remettons à plat les processus, etc. et retravaillons ensemble pour faire quelque chose de plus adapté demain. L'appropriation de la méthode. La méthode, ils l'ont appliquée, on est arrivé, les cérémonies, elles avaient leur nom, etc. Par contre, des fois, il fallait remettre du sens et puis s'approprier la méthode, se dire, oui, elle est bien, faisons juste qu'elle soit bien pour vous, en l'adaptant au mieux. Et le dernier, le management visuel. Je ne sais pas si vous avez vu toutes les slides sur la partie gauche, c'est exactement le compte-rendu dans notre audit. Donc on a fait tout en scribing. Bizarrement, il y avait Laurie qui était sur la presta, donc qui a fait et l'audit et en plus la formalisation en scribe. Et c'était quelque chose de très fort pour partager avec les équipes. Donc les équipes, je ne parle pas juste des équipes de direction, l'ensemble des collaborateurs, on a fait des débriefings tout en visuel. Il n'y avait à peu près aucun mot-clé dans nos slides, c'était que de la représentation. Et c'était vraiment très très fort en engagement. Et on a des posters de scribe qui restent là-bas pour la vision, des choses comme ça. Où c'est un élément important de partage d'informations. Oui, tout à fait. Alors, le management visuel, je pense que c'est important, surtout chez nous, où on cherche l'efficacité. Donc visuellement, un dessin, c'est beaucoup plus efficace que des mots. Donc ça marche bien. Après, moi, ce que je voudrais insister là-dessus, c'est qu'on va essayer de garder cet état d'esprit, ces vents porteurs sur NR6, même si on grossit. Donc pour moi, je pense que c'est un petit défi à maintenir. Et c'est là où, moi, mon retour, c'est vrai qu'il faut faire... C'est bien d'avoir des gens ouverts, des choses comme ça. Il faut faire attention aux gens à qui la méthode ne va pas. C'est-à-dire qu'on a des gens qui nous ont quittés parce qu'ils étaient en souffrance par rapport à cette méthode, où ils ne se retrouvaient pas par rapport à ce qu'ils recherchaient. On a des gens qui venaient pour être managers. Et clairement, non, ça ne marche pas chez nous, ça. Donc voilà, depuis, on est assez vigilant à ça, parce que ce n'est pas des choses faciles à gérer. Dernière chose, une synthèse. Donc ça, c'est le poster qu'on vous a présenté tout à l'heure au début, c'est notre speedboat, notre rétrospective agile, avec les objectifs, les contraintes, les problématiques qu'on a eues de façon très schématique, et les vents porteurs, c'est ce qu'on a implémenté. Comment on s'y est pris? On s'y est pris d'une méthode assez classique, pour le coup. On est vraiment parti d'une phase d'observation, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour délivrer une méthode, on n'est pas là pour délivrer une solution a priori. Il faut vraiment comprendre l'objectif terrain, comprendre les contraintes, les personnalités, la structure, et comment elle va évoluer, essayer d'anticiper aussi cette évolution. Et voilà, vraiment une phase d'audit, puis construire vraiment avec vous ces recommandations pour faire en sorte qu'elles soient applicables et qu'elles ne soient pas juste utopiques. Parce que un des risques quand on fait du coaching, des choses comme ça, c'est de proposer des belles solutions qui ne soient pas implémentées. Et on allait jusqu'à la phase d'implémentation, vraiment avec une phase de transition. Pour moi, du consulting, c'est forcément une phase de transition. On n'a pas vocation à rester dans les entreprises. On est transitoire, l'entreprise doit se suffire à elle-même très rapidement. Donc c'est vérifier que le handover il se passe bien. Voilà pour l'essentiel. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est le rôti. Merci à tous.